Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Comment ça va les filles? Ça va toi? Bien. Good, content de vous retrouver pour une autre semaine d'avantage numérique. Montréal a joué quoi, 2 parties depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Une partie? 2 parties? 2. 2 contre New York. Contre New York. Une contre New York puis une contre Ottawa. Exact. Et une au plus gros Canadian Tire du Canada, le Canadian Tire Center à Ottawa. Quel a été votre... je commence comme ça. Je commence en partant, perdons pas de temps. Ça a été quoi votre moment de la semaine, Kim? Moi, j'ai vu ça, c'est un article qui est sorti, puis la semaine passée, j'avais parlé que Montréal allait avoir la meilleure moyenne de partisans dans les gradins au courant de l'année. Puis il y a un article qui est sorti, puis je trouvais ça quand même intéressant. Les statistiques de l'année passée comparées à cette année. Fait que j'ai pris quelques notes, là, mais en 70 matchs l'année passée, il y a eu en moyenne 392 000 partisans dans les arénas. Donc, une moyenne de 5 448 pour les 70 matchs. Cette année, en 10 matchs, depuis que la saison est commencée, on a eu 64 000 partisans, donc une moyenne de 6 600... Une moyenne de 6 447, donc 1000 de plus que l'année passée. Fait que c'est quand même très intéressant par rapport à ça. Puis en plus, j'ai vu aussi passer sur les réseaux sociaux, donc on a la vague d'hockey féminin ici au Canada et aux États-Unis, mais on l'a aussi en Suisse. En Suisse, ils ont battu un record dans leur ligue, la Suisse du hockey féminin. Ils ont eu un nombre de 3037, je crois, là, de mémoire, là, de partisans. Donc, c'était un moment historique pour eux aussi. Ils ont battu un record. Fait que c'est quand même intéressant de voir que c'est au niveau international, la vague de hockey féminin. Kim, la statisticienne, tu vois, je te connaissais pas comme ça, Kim. J'aime ça par contre. Courtier immobilier et statisticienne. C'est ça, des stats, des moyennes vendues comparables. C'est important, c'est très important. Puis là, tantôt, je me souvenais plus de la Suisse, là, mais c'est vraiment 3037 partisans. Fait que c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Est-ce que Mick doit être inquiet pour son job de statisticien avancé avec la victoire? Ah, peut-être, mais non, c'est pas... pour un segment, ça va, mais je ferais pas ça dans ma vie, là. J'adore tes stats, Kim. Par contre, je vais amener un bémol à ta statistique. En Suisse, c'est vraiment, vraiment cool. Puis c'est cool ici aussi en Amérique du Nord. Mais pour moi, la grosse différence avec l'année passée, c'est que tes 2 gros marchés de Montréal et Toronto jouent dans des bien plus gros arénas. Donc, c'est sûr que ça aide une moyenne. Tu sais, Toronto avait pas, c'était quoi, 2500 leur sell-out ou 2800 dans ce coin-là l'an dernier. Montréal, à l'Auditorium de Verdun, c'était 3200. Alors que là, même un mercredi soir de tempête de neige, ben, on a été capable d'attirer un peu plus de 5000 personnes, ce qui est quand même décent ou même très bien, je trouve, pour un soir de semaine de tempête de neige en plus. C'est aussi 2000 de plus que l'Auditorium de Verdun. Et bien, évidemment, il y a eu le match au Canadian Tire Center qui a eu 11 000 personnes, donc ça, on ne l'avait pas l'année passée. Puis Toronto, Coca-Cola Coliseum, c'est dur à dire Coca-Cola Coliseum quand tu veux le dire vite. C'est... Comme Jim Winkles, hein? Il y a un peu trop de C, je trouve. Ben ça, c'est à peu près 8000 personnes, contrairement à 2500. Ça fait augmenter les moyennes, ça, c'est sûr et certain. En même temps, ben le contrebalan de mon propre argument, c'est que ben on arrive quand même à attirer des 8000 à Toronto, puis des 5-8 000, puis des 10 000 à Montréal, puis 11 000 à Ottawa. Donc, on s'en va pas dans plus gros pour avoir le même nombre de personnes. On s'en va dans plus gros parce qu'on en a besoin. Alors ça, c'est intéressant. Exactement. Puis tu sais, on a eu une première année vraiment intéressante. Puis là, tu te dis, OK, la deuxième année, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Puis on le voit, déjà, les 10 premiers matchs, les gens sont au rendez-vous. Fait qu'on souhaite que ça continue comme ça pour le restant de l'année. Puis on veut vendre, en fait, les stadiums, j'allais dire, mais non, mais les arénas, on veut que ça soit sold out. Là. On veut vendre tous les billets, puis on encourage les gens de venir. À Laval, c'est super beau, en plus, la Place Belle. Là.
Non, puis ça va être intéressant avec les sites neutres de voir combien combien de partisans ces villes-là vont attirer. Tu sais, Vancouver, Seattle, Denver, etc. Québec. Bon, Québec, je pense pas que ça va être un problème, mais j'ai hâte de voir ça aussi, comment ça va améliorer ou pas la moyenne de partisans. Anso, toi, ton moment. Ben, t'avais quelque chose à dire là-dessus, ben oui? Oui, parce que, tu sais, souvent, en fait, l'année passée, on parlait beaucoup au Auditorium de Verdun à Montréal. C'est l'équipe de Montréal. Fait qu'il y avait comme des questionnements à savoir si on allait aller à la Place Belle vraiment pour jouer les matchs. Puis, tu sais, la seule façon, sinon, d'augmenter les revenus à l'Auditorium de Verdun, c'était d'augmenter le coût des billets. Je pense pas que c'était l'option réaliste. Là, en faisant ça, ben oui, l'année passée, ça a engendré beaucoup de coûts. En fait, tout ce qui est marketing et dépenses, autobus, hôtel. Mais en essayant de rentabiliser, ben, je pense que le point de Kim fait en sorte que les gens veulent venir. Puis, comme tu disais, la capacité à Verdun de 3200, ben, t'es maximisé. Fait que je pense que c'est un bon mouvement ou un bon move là, d'avoir fait les matchs à Place Belle pour justement aller chercher une plus grande audience. C'est tout ce que j'avais ajouté. Si tu veux mon avis, je pense que l'équipe aurait dû jouer à Montréal, à Place Belle l'année passée aussi. Là. Ouais. Tu sais, le Théâtre de Verdun, là, c'est... En tout cas, voilà. C'est ça. C'est ça. Anso, il y a tellement de non-dits dans cette phrase-là. Je pense que ça va être un des moments... Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit ce qu'on avait à dire. On a une clip, puis en bas, ça va être marqué « If you know, you know ». Anso, ton moment de la semaine. En fait, moi, mon moment de la semaine, c'était le premier match de Lane Truly au Canadian Tire Center. Mm-hmm. Fait que son premier match, pourquoi que c'est un gros moment? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de duos de gardiens de but qui ont utilisé je vais dire entre guillemets, leur deuxième gardienne. J'aime pas le dire le deuxième parce que je pense que Truly est très compétente. Quand on regarde ses statistiques de l'année passée, elle est à un taux d'efficacité de 0.94-9, fait quasiment 95. Oui, je suis d'accord qu'elle a joué moins de parties, mais elle a quand même eu seulement une défaite à ses 8 départs. Donc, je pense que c'est un moment qui est très intéressant. Truly a aidé son équipe à gagner 2-1 contre Ottawa. Et effectivement, il y a seulement Montréal et Minnesota qui ont utilisé les duos de gardiennes de but. Je pense que ça va être quand même intéressant à voir au fil de la saison. Maintenant, cette saison est un petit peu plus longue que celle que l'année dernière. Je crois qu'il y a 6 ou 7 matchs de plus, là, si je me trompe pas. On passe de 24 à 30 matchs, oui. Donc, OK. Fait qu'on a 6 matchs de plus. Tu regardes une gardienne comme Mashmeyer à Ottawa ou une Campbell à Toronto, combien de matchs que ces filles-là vont jouer, puis à quel point cette usure-là va arriver en fin de saison. Donc, je pense que c'est vraiment un beau sujet de conversation. Puis, tu sais, Truly, je l'ai vu jouer. C'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort, tu sais, très compétitive, elle déteste perdre. Puis, tu sais, je pense qu'elle a aidé son équipe à gagner vendredi. Puis, pour moi, c'est mon moment de la semaine. Je sais que dans les médias l'an dernier, ça s'était jasé que Shuli avait quand même si elle avait joué moins de matchs, eu des meilleures statistiques qu'Anne-Renée Desbiens. Puis, tu sais, Anne-Renée a eu... Tu sais, c'est la numéro 1, c'est la numéro 1 d'Équipe Canada. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, tu sais, moi, j'ai comme l'impression qu'Anne-Renée, des fois, en saison... Comment je pourrais expliquer ça? Ses statistiques ne représentent pas nécessairement l'apport qu'elle peut amener à une équipe. C'est qu'Anne-Renée va faire les arrêts quand c'est important de faire des gros arrêts, que ce soit une échappée en fin de match, dans des shootouts. Elle va être là dans des moments, elle va faire des arrêts clés dans les moments opportuns. Et ça paraît pas toujours dans une moyenne de buts alloués ou dans un pourcentage d'efficacité. Mais ça a quand même fait jaser au niveau des médias. Dans l'équipe, c'était quoi le vibe, Anso, à ce niveau-là? Clairement, Anne-Renée était la meilleure, était la numéro 1, mais les stats de Shuli étaient quand même impressionnantes. Ben, le vibe, c'est sûr que tu respectes les décisions des coachs. On n'a pas, peu importe qui est devant le filet, nous, on a la même mentalité dans le sens qu'on avait 100% confiance en nos deux gardiennes, que ce soit Truly ou que ce soit Anne-Renée. Mais tu sais, je pense que c'est quand même une position difficile pour une deuxième gardienne que j'aime pas utiliser le terme, mais je veux l'utiliser quand même pour que tout le monde comprenne. Les besoins de la cause, c'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas évident, tu sais, de rentrer puis de pas avoir énormément de matchs. Quand on regarde l'année d'avant,
Chuli a joué beaucoup de matchs, était habitué d'être le gardien numéro 1 et maintenant se retrouve plus en réserve à Anne-Renée. Donc, c'est difficile mentalement, je crois, en fait, sur un gardien qui est habitué de jouer des matchs, puis que là, soudainement, doit apprendre à jouer un nouveau rôle, comme la majorité des filles universitaires sont les meilleures de leur équipe et que soudainement doivent s'adapter à être un deuxième, troisième ou quatrième trio. C'est pas nécessairement évident, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est vraiment un gros défi, puis c'est là que je crois qu'il va faire la différence entre les filles qui vont avoir du succès dans cette ligue professionnelle-là et ceux qui vont pas en avoir. Mais tu sais, ça, je sais qu'on n'aime pas faire des parallèles avec le hockey masculin, mais on voit ça dans le hockey masculin régulièrement. C'est un Guy Carbonneau, par exemple, je remonte loin, mais un Guy Carbonneau, c'est un gars qui faisait 120, 130 points dans le junior, puis c'est pas ça qu'il a fait dans la Ligue nationale, mais par contre, il est devenu un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire, ce qui l'a amené au temple de la renommée. Donc, tu sais, des écarts comme ça entre une joueuse qui était offensive dans la NCAA ou dans le U-Sports, ben son utilisation dans la PWHL, dans la LPHF, sera pas nécessairement le même. Puis, je suis d'accord avec toi, c'est les joueuses qui vont être capables de s'adapter puis qui vont être capables de jouer sur 200 pieds, mais je pense que c'est celles qui vont avoir la plus longue longévité dans cette ligue-là, là. Puis c'est important aussi parce que les blessures, tu sais, on l'a vu l'année passée, surtout au niveau des joueuses, mais les gardiennes aussi sont pas à l'abri de ça. Tu sais, si on regarde, il y a Anne-Renée, Campbell, puis Mash, si on regarde côté canadien, ces filles-là, ils vont partir pour la série Rivalité, ils vont partir pour des événements, tu sais, internationaux. On sait jamais, ils peuvent se blesser là-bas, puis Montréal, la victoire, sont chanceuses parce qu'ils ont une bonne deuxième, comme tu dis, Anso, puis c'est le fun parce qu'ils donnent l'opportunité d'être devant les filets puis de se préparer pour la saison. Non, puis écoute, pour ne pas utiliser l'expression, mais un backup goalie, une deuxième gardienne qui est aussi forte comme ça, ben ça rassure les joueurs, j'ai l'impression, ça rassure l'équipe, puis c'est jamais mauvais de savoir que ta deuxième gardienne peut aussi te gagner des matchs importants. Mon moment de la semaine, moi, premier match d'Emi Fecteau au Québec, à Laval, depuis qu'elle a commencé sa carrière. Bon, évidemment, c'est son deuxième match, mais il arrive vite, ce match-là, tant mieux. Et j'ai... bon, étiez-vous là au Centre Bell, à la Place Bell, ce mercredi-là? Ouais. Bon, Amy a joué de loin son meilleur match. Elle a eu plus de minutes. On l'a utilisé dans plus de situations. Puis, il y avait quelque chose d'intéressant, je trouvais, parce que, bon, on le sait tous, là, elle n'a pas été repêchée par Montréal. Je pense qu'elle avait, à quelque part, elle avait une certaine crotte sur le cœur de ne pas avoir été, tu sais, d'être la seule Québécoise repêchée, que ce ne soit pas par Montréal. Et elle m'avait dit en entrevue au moment du repêchage, quand je vais jouer contre eux, je vais être encore plus motivé. Puis je pense que le timing était bon, puis elle s'est peut-être pas inscrite au pointage, elle n'a pas eu de passe, elle n'a pas eu de but, mais elle a extrêmement bien joué, puis son équipe a été derrière elle, puis son équipe a été chercher cette victoire-là pour en partie, j'ai l'impression, pour Amy. Puis c'était le fun aussi de voir le support qu'elle a eu de la foule quand elle a fait son entrée sur la patinoire. Il y avait des gens, évidemment, plusieurs universitaires qui étaient dans la foule pour venir l'encourager, ses anciennes coéquipières du côté des Stingers de Concordia. Puis j'étais juste content pour elle qu'elle puisse enlever ce match-là de son calendrier déjà. C'est fait, ce match-là est fait. Elle a montré, je pense, qu'elle a sa place dans la Ligue. Puis, je voulais en faire mon moment de la semaine parce que, comme c'est la seule Québécoise qui a été repêchée, puis il y a comme une French Connection à New York qui est le fun en arrière de ça. Tu sais, c'est pas trompant, hein? Il y a 2 équipes qui ont des Québécoises dans leur formation, Montréal puis New York. Puis New York, c'est Giguère, c'est Jade, Dani Landry, Elisabeth Giguère, puis Amy Fecteau. Bon, tu peux ajouter Chloé Aurore, qui est une Française, mais si on parle de Québécoise, puis, tu sais, ça part de la direction, là. Pascal Daou, c'est un Québécois, puis t'as Christophe Perrault, qui est un des recruteurs, puis un des bras droits à Pascal. T'as d'autres mondes, t'as Katia, qui est là également dans l'équipe.
Pascal Daou a monté, a été chercher des Québécois pour s'entourer, puis il n'a pas eu peur non plus de repêcher des Québécoises. L'an dernier, c'était Alexandra Labelle qui était là également, qui complétait cette French Connection-là. Donc, ça m'a... j'ai trouvé ça le fun, intéressant, puis bien content pour Amy là, qu'elle ait pu jouer devant ses partisans aussitôt dans la saison. C'est ça, puis pour Amy, tu sais, je pense que, comme tu dis, elle a eu un peu plus de minutes, mais ça va augmenter au fil du temps, mais il va falloir qu'elle saisisse les opportunités. Tu sais, je me souviens, moi, quand j'avais commencé avec les Stars dans le temps, en 2015, j'étais pas nécessairement sur un premier trio ni un deuxième. Mon rôle était plus un troisième, quatrième. Mais quand tu joues à peu près 5 minutes dans le match, puis tu réussis à quand même marquer un but, bien, éventuellement, tu augmentes dans l'alignement. Fait que c'est un peu ça, son rôle, il change, c'est sûr, comparé à Concordia. Mais on va devoir saisir les opportunités, faire des bonnes passes, des bonnes transitions, des bonnes sorties de zone, des bonnes entrées de zone, limiter les erreurs. Puis éventuellement, elle va augmenter son niveau de jeu, ça va augmenter aussi ses minutes. Fait que ça va être intéressant de l'avoir évolué au courant de l'année. Oui, tout à fait. Vas-y, Anso. Mais la bonne nouvelle pour elle, c'est que elle n'a pas nécessairement, je ne vais pas dire de pression à avoir, vu qu'elle a quand même signé un contrat de 3 ans. Elle a cette sécurité-là. Elle a le temps d'apprendre, d'apprivoiser la nouvelle rapidité, parce que ça, c'est quand même une réalité. Je trouve qu'il y a un écart entre l'universitaire et la ligue professionnelle niveau vitesse. C'est sûr que, avec le temps, avec les années d'entraînement, elle va devenir meilleure en meilleure. Elle va surtout prendre confiance. Puis la belle nouvelle, c'est qu'elle n'a pas juste un an à se prouver. Elle a ce jeu-là, cette marge de manœuvre-là, de se donner la chance d'être la meilleure version d'elle-même à ce niveau-là. Puis, non, tout à fait, 100%. Puis, tu vois, en entrevue après le match, tu avais Elisabeth Giguère qui disait justement, moi puis Jade, Elisabeth la connaît depuis, ils ont joué au collégial ensemble, je pense à l'EMI. Il l'entoure parce que, elle dit, c'est pas évident la première fois, tu pars de chez vous, t'as pas ta famille prête, t'as pas tes amis qui sont prêts non plus. Elle habite avec Jade dans Landry, Amy, en ce moment, puis c'est le fun, tu sentais dans les propos de Giguère que les Québécoises, elle et Jade étaient là pour entourer Amy, ont un petit peu plus d'expérience, donc c'était le fun de savoir que les Québs se tenaient ensemble. Je suis aucunement surpris, mais en même temps, c'était le fun de l'entendre, la voix d'Elisabeth. Joueuse de la semaine maintenant. Anne-Sophie. Moi, ma joueuse de la semaine, parce que là, Boston, ça allait pas trop bien vers le début de saison. Mm-hmm. Ils ont réussi à aller chercher leur première victoire avec 2 buts de Megan Keller. Donc, pour moi, c'est ma joueuse de la semaine. C'est quand même un défenseur qu'on parle beaucoup. Quand on regarde niveau offensif, c'est assez rare qu'un défenseur compte 2 buts, les 2 premiers buts, en fait, de son équipe. L'année passée, elle a fini avec 4 buts, 11 passes pour 15 points en saison régulière dans son 24 matchs, avec un différentiel de plus 9. C'est quelqu'un, je trouve, qu'on parle beaucoup, mais contribution de but en tant que tel, elle est déjà à 50% de son objectif de but de l'année dernière. Donc, ça a été vraiment 2 buts qui ont été vraiment similaires, là, des lancers du poignet. Des fois, là, on se dit, ça prend le lancer le plus fort, mais un gros slap shot. Pour elle, ça a été vraiment de lancer des poignets du même côté du but, tir très précis. Puis, elle a réussi à aider son équipe à avoir la première victoire. Donc, pour moi, c'est ma joueuse de la semaine. Oui, parce que Megan Keller, on la connaît surtout pour son jeu plus physique. C'est une des joueuses qui a une des défenseuses qui a un des bons gabarits là, dans la LPHF. Et ces 2 buts étaient vraiment de 2 beaux tirs. Là. C'était vraiment de superbes buts. Puis tu vois, on parle de son jeu physique. Megan Keller, en ce moment, mène la Ligue pour le nombre de mises en échec avec Emily Brown. Avec 16... excuse-moi, elle mène pas la Ligue. Elle est 2e, derrière Emily Brown. Emily Brown en a 16, mais Nicolas en a 15. Donc, c'est quelqu'un qui joue très, très, très physique. Et là, si en plus, ça se met à contribuer à l'attaque de cette manière-là, ça sera pas beau à voir du côté de Boston. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé que n'importe qui pouvait... on a dit qu'Ottawa et Minnesota, d'ailleurs, en ce moment, ça va pas bien dans nos prédictions. Là. Ottawa est 4e, Minnesota est 1er. Mais il y a 4 points de différence entre
la 6e et la première place. Là. Il n'y a rien de défini encore. Ce classement-là pourrait changer 1000 fois entre maintenant et la fin de la saison. Puis c'est ça que je remarque. Là. Même en début de saison, on voit qu'il y a une certaine parité qui est encore là. Tout le monde a gagné au moins une fois. Donc, on a une parité dans la Ligue, puis des performances comme celle de Megan Keller. Je pense que ça va aider une équipe comme Boston là, qui est au dernier rang en ce moment. Kim? Ben, puis tu sais, là, ça l'aide pas avant que, tu sais, si on parle de Boston, tu sais, que Mueller est quand même blessé, une de leurs joueuses d'impact. Tu sais, Kim, elle l'a mentionné tantôt, les blessures. Je pense que ça va être vraiment un gros facteur à savoir c'est quelle équipe qui va rester le plus en santé puis qui va pouvoir avoir 100% de leur effectif à contribuer parce que, tu sais, quand tu manques des gros morceaux, ça peut faire mal. Mais ça, c'est le fun de se parler de... Ben, c'est pas le fun parce qu'on n'en parle pas pour la raison qu'on aimerait en parler, mais le hit qu'elle a reçu, là, Alina Muller, vous l'avez vu? Ouais. C'est-tu moi ou 2 matchs de suspension pour un coup à la tête comme ça, qui va lui faire manquer des matchs, qui lui fait manquer le Women's Hockey Tour en Europe? Il me semble que dans une ligue qui se veut progressive, qui veut toujours essayer d'aller chercher des trucs différents de ce qu'on voit ailleurs dans certaines de ses règles, ben j'ai comme l'impression qu'on aurait pu être un peu plus sévère avec ça. C'est-tu juste moi ou 2 matchs, c'est assez pour vous autres? Non, je suis d'accord avec toi. Là. Je trouve moi, personnellement, j'aime pas ça. Là. L'année passée, quand c'est arrivé, ce nouveau règlement-là, je trouvais que les filles sont rapides sur la glace, mais je trouve que ça ralentit un peu les jeux. On disait que le hockey féminin, c'était beaucoup un jeu de finesse, de feinte. On voyait souvent des manœuvres incroyables, mais avec ça, je trouve que ça ralentit puis on en voit un peu moins. Fait que je trouve ça dommage. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont appris à frapper, à plaquer jeune. Fait qu'il y en a des fois qui donnent des coups, puis t'es comme, ça marche pas, c'est un coup de cochon, ça. Fait que ça donne un bon exemple que, si on regarde, on veut pas comparer, mais dans NHL, il y aurait sûrement eu plus qu'un 2 matchs, puis avec une amende aussi monétaire, là, c'est très dangereux, là. Ben, c'est parce que pour moi, il y a une différence entre être plus physique sur le bord des bandes, faire des mises en échec sur le bord des bandes quand tu joues la rondelle, puis en plein milieu de la patinoire, puis encore pire quand c'est des coups à la tête. Là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que dans son intention, tu vois vraiment qu'elle sort le coude. À la fin, tu le vois, là, que son intention, c'est quoi? On dirait que c'est vraiment de la frapper à la tête. Je suis sûre qu'elle s'est pas dit, je vais aller frapper à la tête. C'est pas ça qu'elle s'est dit. Sauf que son intention, quand on regarde la vidéo, c'est vraiment ça. Tu sais, la fille, et puis Mueller, elle a pas fait vraiment de changement de vitesse. Elle a continué à patiner en ligne droite. Puis c'est Flaherty qui est arrivé avec un peu en angle, mais tu sais, quand tu arrives un peu à contre-courant comme ça, c'est des choses qui sont vraiment dangereuses. Puis que, tu sais, des coups à la tête, ça pardonne pas, là. Tu sais, tu regardes, c'était qui? C'était-tu Ryan Reeves qui avait eu 5 matchs contre Nurse quand Nurse il est sorti en arrière du filet, puis Reeves, il est arrivé, puis il l'a frappé. Il y a eu 5 matchs. Encore une fois, 5 matchs sur 82 matchs, parce que les gars, on va se le dire, ils ont plus de matchs que nous. 5 matchs sur 82, premièrement, moi, je trouve que c'était pas une sanction assez sévère. Puis dans ce cas-ci, 2 matchs sur 30, c'est pas beaucoup. Je trouve que ça pénalise pas ou en tout cas, ça pardonne pas qu'est-ce que ça a l'air. Tu amènes un bon point, par contre. J'avais pas pensé au prorata du nombre de matchs. Puis là, je viens de le faire. 2 matchs dans la LPHF, c'est l'équivalent d'un peu plus de 5 matchs dans la Ligue nationale de hockey si on y va avec le fait qu'il y a un calendrier de 82 matchs. Donc... Mais j'y aurais donné 5 matchs faciles, moi, à ce coup-là. OK. Ben non, mais je suis pas en désaccord, là. Je suis pas en désaccord parce que pour moi, c'est important d'envoyer le message tout de suite. Tu veux pas, justement, que ça devienne ce genre de ligue-là. Tu veux pas que les filles en profitent parce que, on pénalise pas suffisamment, on suspend pas suffisamment. Donc, je pense que c'est important d'envoyer les messages dès le départ. Puis j'ai l'impression qu'on devrait se concentrer beaucoup plus là-dessus que d'essayer de réinventer le hockey. Puis, je fais juste une parenthèse, là, c'est même pas mon hot take, là. J'ai un autre hot take, mais c'est parce que ça me fâche, puis on parle de règlement, là. Le fameux No Escape Rule, là,
Où ce que, bon, pour ceux qui nous écoutent là, puis qui s'en rappellent plus, c'est que lorsqu'il y a une pénalité qui est accordée à une équipe, les joueurs qui sont sur la patinoire restent sur la patinoire pour le début du désavantage numérique. Et le but, c'est de créer de la fatigue chez les joueuses pour ensuite qu'il y ait plus de buts, là, qu'il y ait un but en avantage numérique. Sauf que là, tu as Troy Ryan à Toronto, qui, lui, il a compris vite en tabarnouche. Fait ce qu'il fait, c'est que la majorité des équipes font quoi quand l'arbitre lève le bras? Ben, ils prennent le contrôle de la rondelle, ils retirent leur gardienne, puis là, ils vont attaquer à 6 joueuses. Lui, ce qu'il a fait pendant ce temps-là, c'est qu'il a changé toutes ses joueuses. Ah, c'est bon. Alors, les joueuses qui arrivent sur la patinoire, ben là, il peut se permettre d'envoyer, par exemple, une Sarah Nurse, une Renetta Fast, bon, peu importe. Et là, ben, il met des joueuses, un, qui sont pas fatiguées, deux, qui sont plus adaptées à faire des désavantages numériques, parce que le règlement dit pas qu'une fois que l'arbitre a levé le bras, que t'as pas le droit de changer. Fait que lui, la foule criait, là, je ne me rappelle plus c'était contre qui, c'était sur Minnesota, mais la foule criait genre à son équipe de donner le puck à l'autre pour pas que ça arrive. Puis là, j'ai l'impression que là, on commence à réinventer le hockey pas mal. Parce qu'il y a des réflexes qui sont là, puis là, on veut tout changer ces réflexes-là pour quelque chose que je suis pas sûr qu'il va être si concluant en bout de ligne. Puis ça m'a comme fâché. Ingénieux de la part de Troy Ryan, bravo, tant mieux. Puis j'espère que toutes les équipes vont le faire au point où on va réaliser que cette règle-là, pour moi, n'a pas de sens. Voilà, c'est fait. Ben, tu sais, c'est sûr que si admettons qu'ils sont dans leur zone défensive, puis l'autre équipe a possession de rondelle, je pense pas qu'ils vont faire un changement. Non, c'est sûr. T'sais, s'ils font un changement, tu t'arrives quand même à 6 contre 3, là, ça serait pas logique. Sur un forecheck, admettons qu'il y a eu un dégagement, puis que là, la punition arrive, ben, tu sais, c'est parce que je trouve jouer dans les règles de l'art, mais d'un autre côté, comme tu dis, jusqu'à où qu'on pousse la règle, tu sais. Ben, et là, tu peux pas permettre, en fait, aussitôt que l'arbitre lève la main, là, plus le droit de changer. Mais je trouve qu'on dénature le hockey. C'est que, tu sais, à un moment donné, là, une équipe là, qui sait que la punition va s'en aller de l'autre côté, elle va revenir un petit peu, elle va se regrouper, la gardienne va sortir, ils vont attaquer jusqu'à temps que l'autre équipe, son but, c'est d'essayer de toucher la rondelle. Et là, ben, on dénature, je trouve un peu, de la façon qu'on joue au hockey, alors que je pense pas qu'on soit obligé d'aller là pour que le hockey féminin soit intéressant. Puis d'ailleurs, tu sais, on en parlait justement avec Anso, on disait qu'on n'avait pas parlé pendant le podcast de nouveau règlement-là, puis je trouve ça quand même intéressant parce que le match de victoire contre New York, Anso, c'est toi qui as fait le commentaire, parce que New York a pogné une punition, c'était 3 attaquantes et une def qui restait sur le jeu, fait qu'on s'entend que c'est pas un standard, d'habitude c'est 2 defs, 2 attaques, puis Montréal ont décidé de faire un arrêt de jeu, un time-out, pour enlever Anne-Renée puis mettre une 6e personne sur la glace. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que New York ont été au banc, ils ont eu le temps de préparer un jeu, dire « OK, on est 3 attaquantes, une def, voici comment on va s'installer. » Tandis que là, tu sais, en tout cas, après réflexion, c'est sûr que c'est plus facile, mais est-ce que le time-out était au bon moment? Parce que tu permets à New York de se préparer par rapport à ça. Tu sais, en dessous, j'aimerais t'entendre. Mais c'était plus aussi, de se préparer. Moi, c'était plus de dire qu'il était extrêmement fatigué. Je sais pas, je serais curieuse de savoir c'était quoi la longueur du chiffre qu'ils ont eu. Mais tu voyais qu'il était fatigué. Je comprends que tu veux mettre toutes les chances de ton côté en appelant un temps d'arrêt, mais c'est des situations que, d'après moi, il faudrait que les équipes apprennent à faire ces choses-là avant. Puis on sait que c'est quoi le jeu. À 6 contre 4, on dit le thème du face-off ou de peu importe qu'est-ce qu'il y en est, on met les joueurs qui sont attribués, puis on essaye d'utiliser les éléments qui sont sur la glace. Je comprends que oui, Montréal voulait reposer ses joueurs puis avoir un jeu stratégique, sauf que de l'autre côté, tu as aussi des joueurs reposés. Bon, à l'avantage, tu as 2 joueurs supplémentaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est là que Jade est arrivée, puis elle a marqué son but, puis la partie a vraiment clos là-dessus. Fait que c'était plus un questionnement que j'ai eu. En fait, je me suis dit, pourquoi ils ont pris un time-out? On aurait-tu dû juste y aller, garder l'instinct? On dit qu'on a une profondeur d'un 2e avantage numérique, que peu importe qui était sur la glace, on devrait être capable. Fait que c'était plus ce questionnement-là que je me suis posé cette logique-là. Mais ça aurait pu, il aurait pu marquer, puis finalement, mon point n'est pas valide du tout, là.
Mais c'était plus avec le no escape rule. Est-ce qu'on fait je veux dire, pre-scout live, de dire, hey, on a trois attaquants, ça fait, je sais pas moi, 55 ou 1 minute 10 qui sont sur la glace, sont brûlés. Ben, pourquoi qu'on n'essaye pas de les fatiguer? C'était plus Prendre avantage à ça. un questionnement. Ta joueuse de la semaine, Anso? Pas Anso, Kim? C'est à mon tour, là. Oublie-moi pas, Pat. Ben non, je t'oublie pas. Moi, cette semaine, c'est Michaela Cava de Minnesota. L'année passée, elle a fini les joueuses du Minnesota, puis la prononciation, Kim, hein, c'est... Je l'ai pas bien dit? Oui, c'est 100%. 100%. Je me pratique, là. J'ai toute la semaine pour me pratiquer. Non, mais l'année passée... Moi, c'est Google. Comment prononcer? Puis là, elle met le mot. Non, mais c'était assez facile, celui-là. Là. Tu sais, Cava, on s'entend. Je suis correcte. Oui. Bon, fait que l'année passée, elle a quand même eu une bonne saison. Elle a fini avec 8 buts, 3 assists. Cette année, elle a déjà 3 buts. Mm-hmm. C'est incroyable en 3 matchs. Fait que c'est vraiment intéressant. Elle a marqué 1 but contre Boston et 2 buts contre Toronto. Fait que pour moi, cette semaine, c'est ma joueuse de la semaine. J'ai l'impression qu'on va la surveiller au courant de l'année. Puis ça peut être une belle surprise, cette petite Michaela. Oui, 100%. Elle a eu d'ailleurs la 2e étoile de la semaine du côté de la LPHF. Donc, elle a eu une superbe semaine. C'est sûr, ça aide tant qu'on équipe bat Toronto 6-3, qui a dit qu'il ne scorait pas de but dans le hockey féminin. Mais Minnesota, hier, connaît un excellent début de saison. Hein. C'est la seule équipe, je pense, et là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je ne me trompe pas, c'est la seule équipe qui est invaincue. Non, en fait, invaincue en temps... invaincue en temps régulier. Oui, mais invaincu en temps régulier. T'as raison. Donc, tu sais, c'est les meneurs au classement présentement avec 7 points. Ils ont déjà 11 buts de marqués. Donc, Minnesota connaît quand même un fort début de saison, meilleur que je m'attendais, très personnellement. Non, parce que tu avais dit qu'il ne faisait pas une série, toi. Hein? Ouais, ben, la saison n'est pas finie. Je te dis ça de même. Là, ils sont à 4 points pour faire les séries. Là. Mais moi, ce que j'aime de Cava, en fait, c'est que tu sais, l'année dernière, ben, elle a joué avant, elle jouait avec l'équipe de Toronto, le Toronto Six. Donc, moi et Kim, on a eu l'opportunité de jouer contre elle. Puis c'est une fille qui est quand même, tu sais, elle a un bel impact, elle est capable d'apporter son épingle du jeu là, offensivement. Puis qu'est-ce qui est intéressant? En tout cas, moi, ce que j'ai aimé d'elle, c'est qu'elle a eu un très lent début de saison, mais elle a fini en force. J'ai l'impression qu'on a entendu parler d'elle énormément en séries éliminatoires. Elle a fini quand même avec 8 points en 10 matchs en séries éliminatoires, 4 buts, 4 passes. Et moi, mon questionnement en début d'année, c'était est-ce qu'elle va être capable de garder cette cadence-là qu'elle a fini aussi bien qu'elle a fini la saison dernière. Puis là, ben, tu sais, qu'on voit, on la retrouve sur le premier trio. Je pense que jusqu'à date, c'est de bon augure pour elle. Je pense qu'elle a retrouvé confiance, qu'elle a, tu sais, c'est un endroit différent. Le jouer à Toronto versus Minnesota, c'est pas la même chose. C'est avec des joueurs qui sont complètement différents. Mais je pense que c'est une bonne joueuse de la semaine, Kim, qui a aidé son équipe à gagner. Kim, tu as choisi la 2e étoile de la semaine. Moi, j'ai choisi la 1re étoile de la semaine, celle que je prédis qui va terminer où elle est en ce moment, c'est-à-dire au sommet des meilleures pointeuses de la Ligue, Sarah Fillier. Déjà 6 points en 3 matchs. Tu sais, on parlait, je m'appelle plus toi, Kim, qui dans nos prédictions, tu disais qu'Alec Carpenter était pour avoir 1 point par match à la fin de la saison. C'est moi, c'est toi, Anso. Sarah Fillier a déjà une moyenne de 2 points par match. C'est quand même... Puis Carpenter va très bien. D'ailleurs, New York a les 4 meilleures pointeuses. Là. Carpenter en a 5, Eldridge 4, puis Zandy Hart en a 4 également. Mais Sarah Fillier, quelle joueuse! Puis on a eu la chance de la voir justement à Montréal mercredi dernier. Elle a marqué ses 2 premiers buts à la Place Belle. Puis comme c'était pas assez, je pense que le plus beau jeu qu'elle a fait, c'est même pas un de ses 2 buts, c'est la passe du derrière du filet qu'elle a envoyé directement à sa palette à Carpenter devant le filet. Bon, évidemment,
on pourrait se dire, ben, où était la défense de Montréal sur ce jeu-là? Puis tu avais Lina Youngbloom qui était un petit peu, qui cherchait un peu sa patinoire à ce moment-là. Là. Tu voyais que Carpenter était tout seul. Là. Il était deux en arrière. Youngbloom qui savait pas trop où s'en aller. Puis, ben, tu peux pas faire ça quand tu as Fillier et Carpenter sur la patinoire, mais des opportunités comme ça, ces deux joueuses-là vont en créer toute la saison. C'est le duo dynamique de la Ligue. Puis, ben, pour moi, Sarah Fillier, écoute, la semaine qu'elle a eue, c'est 2 buts, 2 passes, déjà rendu à 6 points. J'ai l'impression qu'on va l'avoir à quelques reprises dans nos joueuses la semaine, mais ça va être une force. Puis, tu sais, c'est vraiment... Je suis pas sûr qu'on va revoir une recrue dans les prochaines années qui va être aussi dominante que Sarah Fillier cette année dans la LPHF. Ben, je suis d'accord. C'est Il n'y a quelqu'un pas grand que... débat là-dessus, hein? Ben non, tu sais... J'ai le même, le même principe que toi, dans le sens que j'ai l'impression qu'elle va finir au sommet des marqueurs, des pointeurs, en fait. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui... Ce qui est le fun, c'est qu'elle amène vraiment un sang de renouveau. Elle apporte de la rapidité, une intelligence sur la glace. Puis, tu sais, même quand les filles jouaient contre... ben, quand l'équipe de Montréal jouait contre New York, il y en a beaucoup qui ont dit il va falloir y faire attention, il va falloir la surveiller. Ils savent c'est qui, ils ont joué avec l'équipe nationale. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui disent c'est comme la nouvelle Marie-Philippe Poulin qui arrive. Puis, c'est fou parce que, tu sais, à âge pour âge, elle est chanceuse d'avoir la Ligue professionnelle pour continuer à évoluer versus Marie-Philippe n'a pas eu cette chance-là nécessairement. Mais tu vois à quel point que il y a une belle chimie sur la glace, c'est sûr et certain. Puis ça, c'est important. Puis on en a parlé en début d'année du podcast, de dire c'est qui les équipes avec autant de nouvelles joueuses qui vont être capables de rapidement instaurer une chimie. Puis je pense que New York le fait à merveille. On n'en a pas parlé dans nos joueuses, dans nos moments de la semaine, mais si vous avez une chance d'aller voir le but de Darrell Watts du week-end dernier, là, une belle feinte, elle a dansé devant le filet, puis elle l'a marqué. Bref, si vous avez une chance, allez voir cette clip-là. C'est le temps des hot takes. Et je me suis un peu emporté tantôt, là, c'était pas prévu, là. C'est l'instinct du moment. J'en ai pas trop, juste assez. Laisse-moi mes hot takes. Comme dirait Kevin Raphaël, let me be. Let me be. Mais sans farce, je veux commencer avec le hot take parce que, bon, cette semaine, on est dans une pause internationale. Donc, il n'y a pas de partie dans la LPHF cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a le Women's Euro Tour qui est en Finlande, qui est un tournoi qui habituellement a juste 4 pays européens, la Suède, la Finlande, la Tchéquie et la Suisse, mais que, ça arrive, je pense, c'est 3 ou 4 fois dans l'année là, que ce tournoi-là avec ces nations-là. Mais là, pour celui de décembre, Hockey Canada, Hockey États-Unis se sont entendus pour quelques années d'envoyer une équipe canadienne, une équipe américaine au tournoi en question. Pourquoi j'en parle? C'est parce que là, on prend une semaine au complet de congé dans la LPHF pour principalement ce tournoi-là. Puis, on a décidé de faire d'autres petits tournois. Là. Je pense qu'il y a une Coupe des Quatre Nations avec la Hongrie, la France. Je pense que le Japon est là-dedans. Il y a une série, ma foi, des plus palpitantes entre l'Allemagne et la Norvège, une série de 2 matchs. Et on jumelle d'autres compétitions internationales. Puis, pour justifier la pause au complet d'une semaine. Puis, où mon problème est là-dedans, c'est qu'au total de toutes ces compétitions internationales-là, il y a, je pense, 4 ou 5 joueuses de la Ligue qui y vont. Principalement le Women's Euro Tour, où il y a quand même les équipes suédoises, et finlandaises et tchèques, là, qui sont peut-être les 3 plus grosses nations là-dedans. Ben, il n'y en a pas une qui y va. Il y a une joueuse, en fait, c'est pas vrai, Emma Sonnenberg, la gardienne de but de Boston, qui y va et qui va aller représenter la Suède. Et je trouve que c'est mal. Le timing de ça est pas bon. Ça fait 6 mois que les fans attendent que la LPHF débute parce qu'il y a un long entre-saison dans le hockey féminin. Et là, la saison commence le 30 novembre et on n'est même pas 10 jours plus tard puis on est déjà arrêté pour une semaine. Je trouve que ça brise le momentum. C'est un coït interrompu. J'aime pas l'emplacement que ça a dans le calendrier. Tout ça pour une très, très, très faible minorité de joueuses qui y vont puis qui vont en profiter. Puis je dis pas que ces compétitions internationales-là n'ont pas le droit d'exister, mais à un moment donné, je l'ai dit souvent puis je vais le répéter, les joueuses vont devoir choisir
c'est quoi leur priorité? Est-ce que c'est le hockey international ou c'est le hockey professionnel? Parce que moi, depuis l'an dernier, tout ce que j'entends, c'est « Ah, on est tellement contente que d'avoir enfin une ligue, c'est ce qu'on veut depuis des années. » Mais si c'est ça que vous voulez depuis des années, il va falloir que ça devienne la priorité à un moment donné. Puis le hockey international va devoir prendre un second rang. Puis oui, la série de la rivalité a 5 matchs au lieu de 7. Puis il y en a déjà eu une partie avant le début de la saison. Mais il y a quand même 3 pauses internationales, dont le championnat mondial. À la limite, celui-là, on peut le comprendre. Mais il y a quand même, je trouve, un réajustement du calendrier puis des priorités qui sont peut-être pas à la bonne place. Puis moi, ça me fâche de voir que à peine 3 matchs là, par équipe du début de la saison, qu'on prenne déjà une pause d'une semaine pour ça. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Là. Ça fait pas de sens. On a eu quelques matchs, une pause, puis en plus, on tombe pendant la période des fêtes. Ouais. Ça va recommencer. Fait que je sais pas, c'est comme tu dis, le momentum. Montréal, il semblait dire qu'il était content par rapport à ça, que ça va, ils vont continuer à travailler sur des choses, mais les filles, il faut qu'ils jouent des matchs. Là. C'est bien beau pratiquer, c'est pas la même affaire. On n'est même pas encore fatigué, puis on prend déjà une pause. Là. Fait que je trouve qu'il va falloir qu'ils prennent une décision. De même la série, éventuellement, il va falloir qu'ils arrêtent ça. Je trouve ça plate c'est le fun pour les filles qui y vont, mais celles qui restent, c'est un peu plate. Là. Je me souviens, l'année passée, les filles étaient parties, puis vous étiez quelques joueuses qui continuaient à patiner à Montréal, à l'entraînement. C'est pas toutes les filles qui sont là, fait que tu peux pas pratiquer non plus des choses d'équipe. Fait que je trouve que ça brise un peu l'équipe, là, en gros. Là. Anso, je sais que tu veux réagir, puis je veux t'envoyer là-dessus, mais je veux juste préciser sur ce que Kim vient de dire. Hockey Canada, Hockey États-Unis, dans le fond, ils ont décidé de ne pas envoyer leur équipe senior, donc d'envoyer une équipe qu'on appelle de développement, là, c'est-à-dire les moins de 23 ans. C'est sûr, pour les États-Unis, l'équipe senior comprend déjà beaucoup de ces filles-là qui jouent dans la NCAA. L'équipe canadienne, je pense qu'il y a juste Nicole Gosling qui est là, mais ça permet, mettons, à un Eve Gascon d'y aller. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de joueuses de la LPHF aussi dans ce tournoi-là. L'autre point que je veux amener, c'est, tu disais, la série de la rivalité, c'est l'argent, je pense, est un facteur. Là, parce que qui est pesant dans l'association des joueurs en ce moment, c'est les Olympiennes. Et les Olympiennes, ben, ils sont rémunérés pour aller à la série de la rivalité. Ouais. Puis ils ont un partage des revenus sur les matchs qui sont disputés durant la série de la rivalité. Fait que, tu sais, il y a l'aspect financier, je trouve, qui vient rendre le tout un peu malsain par rapport à la LPHF comme telle. Anso, toi, tu l'as vécu l'an dernier, ces pauses-là. Ben, je suis d'accord. En fait, l'année passée, je crois que les matchs étaient déjà annoncés parce que la Ligue, quand elle est arrivée, c'était un peu... je pense que les matchs étaient déjà statués. Fait que, bon, l'année passée, c'est tel que tel. C'était pas l'idéal parce que effectivement, comme Kim a mentionné, tu fais des pratiques, finalement, tes joueurs sont partis, ils reviennent, puis la majorité des joueurs jouent beaucoup là-bas, ils reviennent, ils sont fatigués, ils ont voyagé énormément, je ne sais pas combien de vols qu'ils ont fait pour se rendre à leur destination et revenir. Ils arrivent avec notre équipe, ils sont brûlés. Je comprends. Puis là, c'est qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est eux qui continuent à jouer beaucoup dans leur équipe respective. Fait que c'est sûr que comme tu dis, Pat, je suis 100% d'accord. Il va falloir qu'il y ait un choix qui va se faire. Je suis très curieuse de voir comment ça va découler tout ça parce qu'ils ont décidé de réduire leur nombre de matchs. Mais est-ce que l'option de commencer la saison plus tôt, au lieu de commencer en novembre, le camp d'entraînement mi-novembre commence mi-septembre. Comme ça, quand tu as le championnat du monde au mois d'avril, ben au moins, tu arrives vers la fin de la saison ou peut-être même t'essayer de coordonner que ça arrive après la saison. Peut-être quelque chose, parce que les championnats du monde de mémoire, là, ils peuvent pas le déplacer parce qu'il faut qu'il soit proche de celui des garçons. Là. En tout cas, quelque chose faudrait valider, là, mais je pense qu'il y a des dates qu'on peut pas nécessairement changer pour les championnats du monde versus les séries rivalités ou ces choses-là. D'après moi, ça devrait pas avoir lieu. Les séries rivalités, là, ça a commencé, je pense que c'était en 2018 ou 2019, parce que justement, il n'y avait pas assez de matchs. Il n'y avait pas de ligue professionnelle. On voulait que les filles jouent. Puis là, on se retrouve dans une situation où c'est comme trop de matchs. Là. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des blessures. On a vu en début de saison, là, il y a eu des blessures. Tu sais, t'as Heisey qui s'est blessé, t'as Caleb Barnes qui s'est blessé. C'est banal, mais après ça, tu reviens dans ton équipe respective, tu as des blessures, puis là, ben,
on arrive qu'on n'a plus d'équipe en santé. Fait que moi, je pense que ça va devoir arrêter, mais comme tu le dis, je pense que tu as mis le point sur le i, c'est le niveau financier. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va avoir une augmentation du cap salarial? Là, la convention collective a été signée pour 8 ans. Est-ce qu'on va être pris pendant 8 ans avec une série rivalité? Est-ce que l'option, c'est d'envoyer toujours les jeunes pour aller justement chercher ce développement-là? Il y a beaucoup de questions que j'ai pas de réponse, mais il va falloir qu'il y ait une piste qui se dirige en ligne droite si on veut garder la pérennité là, de la Ligue professionnelle. Kim, ton hot take de la semaine? Moi, ça l'a sorti cette semaine, en fait. C'est l'équipe Canada de moins de 18 ans. On va avoir 3 Québécoises qui vont représenter le Canada, qui va avoir lieu du 4 au 12 janvier 2025 en Finlande. Fait que c'est super le fun. On a Rosalie Tremblay, Marie-Lou Grenier et Anaïs Lepron. Anaïs, c'est le fun parce que moi et Anso, on la coach depuis qu'elle est en secondaire 1, je crois, et maintenant en secondaire 5. Fait que ça fait 4-5 ans qu'on la coach au sport-études. Fait que c'est le fun de voir son évolution, puis on est extrêmement fiers d'elle, là, qu'elle va représenter les couleurs du Canada. Ça, c'est ton hot take. Oui, c'est le moment chaud de la semaine. Le moment chaud, c'est qu'il était contente qu'il y ait 3 Québécois. Ben non, je suis pas contente, mais je suis contente qu'Anaïs parce que je la connais. C'est sûr que c'est pas beaucoup représenté, on s'entend, là. On en souhaite d'en avoir beaucoup plus, mais c'est mieux que rien, hein? Parce que je pense pas qu'il y a de nouveaux Brunswickoises qui sont sur l'équipe. Donc, vous êtes déjà très chanceux d'avoir 3 Québécoises. Mais, wow! Ben oui, c'est sûr, c'est qu'on part une province de 8 millions avec un village de 50 000. Mais, non, je fais des farces. J'aime le monde, j'aime les Acadiens, là. Je fais juste des farces. Mais non, mais c'est l'autre. En fait, on va en parler tantôt, mais je trouve que justement, il y a une. Je suis pas sûr qu'il y a une super bonne représentation une super bonne représentation, justement, des Québécoises dans ces équipes-là. Tu sais, je pense que c'est le Journal de Montréal qui a fait un dossier là-dessus il y a un mois ou 2, où, justement, tu sais, on voit qu'il y a 2-3 Québécoises par équipe, que ce soit sur l'équipe senior. Tu sais, l'équipe senior, là, en ce moment, là, tu sais, il y a Marie-Philippe, il y a Anne-Renée, puis tu sais, tu regardes, puis tu te dis, ben, elle est où la prochaine à y aller? Tu sais, puis on arrive quasiment à Ève Gascon, là. C'est la journée qu'Ève va devenir, senior et pro et tout ça. Fait que je me dis, oui, c'est quand même 3, c'est quand même mieux que rien. Puis, tu sais, on le voit aussi, même au côté masculin, là, l'équipe canadienne junior, c'est la plus basse représentation junior canadienne, junior québécoise depuis très, très, très longtemps. Fait que je pense qu'il y a quelque chose avec le développement, autant masculin, féminin, dans le hockey mineur ici au Québec, qu'il va falloir il va falloir faire quelque chose. Question. Ouais. Poser la question. Pourquoi qu'on n'a pas autant qu'avant? Si on regarde les derniers, pas les derniers Olympiques, mais les autres d'avant, on avait plusieurs. Fait que c'est ça. Je pense qu'il va falloir se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait de différent? Puis, mais tu sais, on a parlé dans un dernier podcast, je crois, en tout cas de mémoire. Là. Mais tu sais, on voit que l'engouement est là. Tu sais, on donne des séances pour les jeunes filles, puis les M11 sont 4 équipes dans les Laurentides, sont 40 filles à être présentes. Puis là, plus qu'on avance avec les M13, M15 et tout de suite, ben il y en a de moins en moins sur la glace, malheureusement. Tu sais, c'est sûr, plus qu'on vieillit, il y a des gens qui arrêtent aussi. Là, tu sais, chacun ses passions, mais on voit que les inscriptions du hockey féminin, il y en a de plus en plus, puis c'est ça qu'on veut. On veut que ça continue dans le temps. Dans le U18, juste avant de te laisser aller, Anso, dans le U18, tu as Marie-Lou Grenier devant le filet qui va être à surveiller, ça, 100%. Puis à l'extérieur des Québécoises, Chloé Primerano, qui a justement fait ses débuts avec la série de la rivalité, la jeune défenseuse de 17 ans. Je pense qu'il va être à surveiller. Écoute, elle devrait dominer ce tournoi-là. Elle serait première pointeuse. Ben, en fait, elle devrait même être la première pointeuse du tournoi. Donc, si vous voulez voir peut-être un des plus gros prospects de hockey canadien. C'est pas une Québécoise, mais elle vaut la peine, Chloé Primerano. Anne-Sophie, ton hot take. Mais c'est pas elle qui a fait un but extraordinaire Exact, c'est exactement elle. En shootout. C'est vraiment beau. Fait que c'est vraiment prometteur. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Moi, mon hot take,
Et en fait, la position de réserve Oui. qui existe dans la LPHF, euh, j'ai un peu de difficulté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été offertes, qui se sont fait offrir le poste de réserve, mais qui ont décliné l'offre parce que, bien évidemment, tu peux pas vraiment vivre avec un salaire de 15 000 US. Comme on s'était dit, on en a déjà parlé, mais tu sais, t'es attendu, en fait, chaque GM ont leur responsabilité. Tu es attendu à faire comme si tu étais sur l'équipe, parce que si jamais il y a une blessure qui arrive, tu dois être en forme. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a déjà plusieurs blessés. On a à New York, on a Jill Saulnier, on a Ella Shelton. À Ottawa, Il y a on a Vasco. Alexa Vasco. Exact, oui. Exact. On a Mueller. Là, tu peux voir que sur la liste de réserve de New York, ben il y en a plus. Là. Tout le monde sont venus, ils ont signé des contrats. Maintenant, s'il y a une prochaine joueuse qui se blesse, bon, on va être obligé d'aller piger ailleurs. Mais tu sais, est-ce que dans le futur, il va falloir repenser cette position-là ou à se dire, ben au lieu de signer les 23 joueuses, ben est-ce qu'on prend un alignement où ce qu'on signe 28 joueuses avec des contrats standards qui va faire en sorte qu'il y a des joueurs qui pourraient, un peu comme les gars, d'avoir un plus gros bassin puis de se dire, OK, cette partie-ci, tu joues pas, t'as pas eu une belle semaine en pratique, ben check, cette fille-là a plus travaillé que toi, on l'amène dans l'alignement, ça va donner beaucoup plus de leverage aux entraîneurs, puis tu vas avoir je pense, une équipe beaucoup plus complète avec plus de joueurs signés à temps plein que de signer moins de joueurs puis d'avoir 3 joueurs de réserve. Parce que là, s'il y a plusieurs filles qui se blessent, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va rappeler des mineurs. Il n'y a pas de mineurs, là. Non, mais c'est quoi qu'on fait avec ça? Je suis 100% d'accord avec toi que la Ligue devrait passer de 23 à 26 contrats, justement parce que à ce moment-là, les joueuses pourraient premièrement toucher le salaire minimum, qui est, bon, 35-36 000 en ce moment, mais c'est déjà mieux que 15 000, se concentrer le plus possible à leur hockey, puis ben, tu as une chance de jouer plus que juste 2 fois 10 jours, 11 jours techniquement. Là. Exact. C'est 11 jours, là. Ça s'appelle des contrats de 10 jours, mais ils prennent la journée que tu signes le contrat comme la première journée. Donc, tu sais, une Catherine Dubois l'an passé, ça a été ça. Tu l'as vécu, Anso, avec l'équipe de Montréal. Les blessés ont fait que Catherine a fini par avoir un contrat standard. Mais quand c'est rendu que ce sont les blessés qui font que quelqu'un a un contrat ou pas, je trouve ça un peu pervers. Moi, je parlais à bien des joueuses durant les camps d'entraînement, puis qui me disaient, oui, on va accepter le poste de réserviste parce qu'on sait qu'il va y avoir des blessés. Fait qu'on va finir par jouer, puis on va peut-être finir par signer un contrat standard. Mais c'est cette mentalité-là que j'aime pas, tu sais. Tu devrais avoir un contrat, puis au pire, si tu performes pas sur la glace puis en pratique, ben, t'es un healthy scratch, puis ça finit là. Mais au moins, t'as une joueuse qui est là, qui est prête, qui va aux entraînements, puis il y a des joueuses, comme tu dis, qui ont refusé d'être sur l'équipe de réserve, puis qui ont préféré s'en aller en Europe pendant ce temps-là. Exact. Alors là, tu perds des joueuses en plus avec ce règlement-là, qui, on s'entend, là, le seul but du règlement est de sauver de l'argent. Là. C'est sauver sur les assurances, c'est sauver sur les salaires, c'est sauver sur un paquet de choses qui, en bout de ligne, c'est quoi? On parle de, entre 15 et 35 000, c'est 20 000 de plus. Plus, évidemment, bon, oui, je comprends qu'il y a d'autres coûts accessoires qui sont liés à ça, mais quand même, je pense que ça aussi, c'est un degré de professionnalisme que la Ligue va devoir avoir, à défaut d'avoir une ligue école, un club école, une ligue américaine de hockey pour le hockey féminin, tu sais. Effectivement. Fait que c'est ça mon hot take. Ben, c'est un excellent hot take. Tu vois, Kim, c'est ça un hot take. Tu vas peut-être te faire appeler, Anso. Et si bon. Toi aussi. Hey, moi, juste après janvier. Après janvier, je suis prête. moi, ils m'appelleront pas. Moi, si je pouvais pas être là, ils seraient contents. Non, je fais des farces. Dernier sujet, il faut parler du RSEQ, parce que le RSEQ, bon, évidemment,
ils sont en pause présentement pour la période d'examen, puis éventuellement la période des fêtes. Par contre, on a divulgué l'équipe canadienne pour les universiades, qui sont un peu, là, pour ceux qui connaissent moins ça, les jeux, un peu les Jeux olympiques universitaires, là, une compétition de différentes épreuves sportives, dont le hockey féminin. Et il y a 5 joueuses du RSEQ qui font partie de l'équipe. Donc, les 5, je vous les donne. Il y en a 4 des Stingers de Concordia. Émilie Lavoie, Émilie Lucier, la défenseuse Alexandra Anne Boyer, la gardienne Jordan Verbeek et des Gators de Bishop. Il y a Gabrielle Santerre, évidemment, qui a été nommée joueuse de l'année au Canada l'an dernier. Ça aurait été quelque chose si on ne l'avait pas invitée. Il y a 2 volets que je veux amener avec ça. Puis le premier, c'est, les gens ne savent pas, mais ça coûte fucking cher par joueuse pour participer à une compétition. Cette année, là, c'est 6 400 $ par joueuse. Non, ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu savais que moi et Anso, on a participé à ça? Ben oui, toi, tu l'as fait 2 fois, oui. Puis 1 fois, entre autres, avec Anso. Oui, en 2011 avec Anso, puis moi, en 2013, j'étais allée... T'étais capitaine, je pense, la 2e année, d'ailleurs. En 2013, exact. Mais oui, moi, de mémoire, dans notre temps, c'était 5 000, là. Fait que, tu sais, tu trouves des commanditaires ou tes parents sont là pour payer pour toi, là. C'est coûteux, là, pour participer à ça. Ben exactement. Puis, en ce moment, c'est pas égal en plus. C'est que tu as des universités qui vont payer plus. Tu as des universités comme à Bishop, l'université paye une partie et ils ont des commanditaires pour appuyer les joueuses. Puis même que si ça va bien, là, ça se pourrait même qu'une Gabrielle Santerre, ça ne coûte rien ou presque rien. Par contre, à Concordia, puisqu'on a 4 joueuses, parce qu'il y a ça aussi, si tu as plus de joueuses, l'université, elle a une enveloppe pour ça, mais elle ne donnera pas la même enveloppe à tout le monde. Elle va partager l'enveloppe dans les 4 joueuses. Il ne semble pas y avoir de commanditaire. Puis, on ne m'a pas donné de montant, mais ce qu'on m'a dit, c'était une aide qui était appréciée. Appréciée, je ne sais pas c'est quoi, là, c'est-tu 50 %, c'est-tu 4 000 sur 6 400 $? Mais c'est pas 6 000 sur 6 400 non plus. T'sais. Donc, il y a quand même quelques milliers de dollars à débourser pour les joueuses pour participer à ce genre de compétition-là. Et c'est là que moi, j'ai un problème parce que Hockey Canada, il est où là-dedans? Hockey Canada qui vient de sortir un document de je ne sais pas combien de pages pour dire que c'est important de supporter le hockey féminin. Il me semble qu'une des bonnes façons de supporter le hockey féminin, surtout dans un sport qui n'a pas, mettons, l'équivalent du championnat mondial de hockey junior, c'est de supporter, tu sais, ce tournoi-là, pour moi, là, c'est ce qui se rapproche le plus du championnat mondial de hockey junior qu'on voit chez les garçons. Et il me semble que pourquoi Hockey Canada ne participe pas financièrement à ça? Tu veux supporter le hockey féminin, c'est le temps, là. Donne de l'argent aux universités. Mais je pense que c'est comme pas en dessous d'eux ou je sais pas. Je sais pas si tu te souviens, Anso, là. On avait reçu l'équipement. On avait reçu une poche avec des casques, des gants puis des pantalons. Mais ça avait servi genre je sais pas si c'était le masculin ou le féminin dans un autre événement avant nous. Fait que on avait des gants qui puaient déjà. Des casques déjà défaits. Tu sais, j'ai l'impression qu'on c'est comme pas pris au sérieux pour côté universitaire. Là. Ça, moi, ça m'avait marqué de ce côté-là, d'avoir déjà des... Tu sais, on paye déjà un montant, oui, je comprends, le déplacement, tu sais, l'hôtel où ce qu'on habite et ainsi de suite, les repas, mais l'équipement, ça fait partie aussi du prix qu'on paye, puis on reçoit du stock usagé qu'on doit redonner après aussi, là. Il ne nous appartient pas, ce stock-là. Là. OK, mais là, j'ai plein de questions, là. mettons, vous autres, vous rappelez-vous combien ça vous avait coûté de votre poche? Hey, je m'en souviens pas. Oui. Pour vrai, ça fait longtemps, mais c'était en quoi? C'était 2011. 2011 que j'étais allée. Je comprends, là, mais ça fait pas... Vous n'avez pas 72 ans, là? Moi, personnellement, non. Est-ce que mes parents avaient payé? Peut-être, mais de mémoire, l'université donnait un montant, là. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y avait... l'université donnait un montant. Est-ce qu'ils ont payé au complet? Je ne sais pas. Ma première année, moi, j'étais seule des Carabins. La deuxième année, on était plusieurs à y aller, là. Fait qu'est-ce que la première année, ça m'avait rien coûté. La deuxième...
Fait que je pourrais c'est un tiroir qui est caché. Mais j'ai parlé à d'autres joueurs qui l'ont fait dans les dernières années, puis il y a certaines, des fois, ça leur coûtait 2-3 000 $ de leur poche. Ah ouais. Puis c'est pas tous les parents non plus qui ont l'argent nécessaire pour supporter leur enfant, supporter leur fille dans ça, puis en même temps, c'est une super... Est-ce que je me trompe ou... Tu sais, tu dis c'est pas pris au sérieux, Kim, mais les joueuses, vous autres, vous prenez ça au sérieux, cette compétition-là. Il y a une fierté, de faire partie d'Équipe Canada pour les universiades, je me trompe-tu? Pour ma part, moi, c'était la première fois que je portais le chandail de Hockey Canada. Fait que oui, c'est une fierté. Exact. Anso, toi, tu étais déjà sur le programme ou tu avais déjà été porter les couleurs du Canada dans d'autres événements de mémoire? Ben non, pas en 2011. J'avais participé, en fait, au championnat du monde junior, mais de l'équipe senior, non, jamais. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est une belle marque de reconnaissance quand que tu es reconnu par ton pays pour représenter ton pays au niveau universitaire. Puis c'est le plus proche, comme tu as dit, que ça se rapproche aux Jeux olympiques. Pour la majorité des gens, tu sais, l'infime partie qui vont aux Jeux olympiques, c'est pas nécessairement la plus grosse proportion du bassin des joueuses. Fait que oui, c'est vraiment un honneur. Tu sais, tu vas là, puis t'es vraiment dans des condos, là, tu sais, le village canadien. T'as les autres villages, t'as tous les sports, tu sais, tu vas voir le ski. C'est un peu comme vraiment c'est comme un mini rêve olympique. Puis nous autres, les compétitions, on voulait aller là, puis on voulait gagner, là. C'était pas on est d'ici, puis on n'est pas pris au sérieux, là. On s'en va là pour gagner, puis il y a pas d'autres questions, puis on pratiquait, puis on travaillait fort. Fait que c'était une belle marque de reconnaissance pour pouvoir justement porter le logo d'Hockey Canada. Mais c'est sûr qu'il devrait avoir une aide financière en quelque part, surtout si le bassin de joueuses, est-ce que même Hockey Québec pourrait embarquer? Y a-t-il une allocation du budget? On parle beaucoup de la promotion du hockey universitaire. Est-ce qu'on peut en faire cette promotion-là en essayant d'aider ces filles-là? Parce que on se retrouve que c'est le problème du hockey féminin. Hein? Quand on était plus jeune, dans les dernières années, il fallait quasiment payer pour jouer. Là. Si tu n'étais pas sur les programmes des équipes nationales, tu n'avais pas de patins fournis, tu n'avais pas de bâton fourni. Puis quoi, ils nous donnaient 3 000 $ pour l'année. Tu sais, c'était ça le hockey professionnel. Là. Maintenant, c'est autre chose, mais reste que j'ai l'impression qu'au hockey féminin, on a toujours dû se battre puis de payer pour être capable de continuer à jouer parce que c'est tellement notre passion, ce sport-là. Puis, tu sais, à quel point que on est passionné pour payer, puis, tu sais, tu t'en vas au magasin, tu payes tes affaires. Hey, un bâton, des patins, tu sais, ça s'accumule, veux pas, là. Quand tu commences sur le marché du travail, tu sais, tantôt, tu disais, les parents ont peut-être pas l'argent pour payer le 2 000. Ben, imagine-toi quand t'es là, puis OK, t'as ton loyer à payer, puis tu commences dans la vie, là. Fait que, arrange-toi. Mais cette passion-là, la flamme qui brûle pour le hockey féminin, ben, c'est ça qui nous pousse à continuer à jouer, là. Si c'était pas de ça, combien de personnes qui auraient arrêté de jouer? Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, moi, j'ai parlé à bien des joueuses qui l'ont fait, ce tournoi-là, les Audrey-Anne Veillette, les Rosalie Bégincir, les Marie-Camille Théoret, qui étaient super contentes de participer avec l'équipe canadienne aux universiades. Puis au contraire, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui n'a pas été choisi cette année puis qui était vraiment déçu. Il y a une fierté de représenter son pays, même dans des compétitions universitaires. Et ça m'aberre de savoir que Hockey Canada, tu as raison, Anso, Hockey Québec, participe pas financièrement, puis qu'on laisse ça dans le cours des universités, des parents, de certains commanditaires quand tu es capable d'en avoir. Je pense que il y a un pas, il y a quelque chose à faire avec ça, puis je pense que ça peut être amélioré dans les prochaines années. L'autre chose aussi, c'est que j'ai parlé à plusieurs coachs. Et la représentation québécoise, vous allez dire, il y en a quand même 5. C'est pas si pire. En fait, Jordan Verbeek n'est pas québécoise, mais elle vient de l'Université au Québec. Mais, entre autres, là, il y a une Maude Pépin. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Maude Pépin, qui joue avec Bishops. L'an dernier, elle et Gabrielle Santerre, c'était le duo dynamique. OK? Maude Pépin a été la meilleure buteuse du U-Sports. Pas juste au Québec, là, du Canada au complet. Meilleure buteuse.
Et elle ne faisait même pas partie, parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que les coachs reçoivent une liste à la fin octobre des joueuses qui sont pressenties pour faire partie de l'équipe. Et ensuite, il y a l'équipe qu'on choisit. Et sur cette longue liste-là, Maude Pépin en faisait même pas partie. Qui a été la meilleure buteuse. Et on s'entend, fin octobre, tu peux pas compter sur la saison qui est actuelle. La saison n'est même pas commencée. Non, c'est de l'année passée. Là. Tu comptes sur l'année passée. Et une Maude Pépin n'est pas là, mais en contrepartie, tu as des filles de l'Ouest qui ont genre eu l'année passée 9 points, 10 points, 12 points en 24 matchs, qui connaissent pas nécessairement une bonne saison cette année non plus et qui font partie de l'équipe. Et ça revient à tout ce que je vous disais tantôt par rapport au débat de la présence des Québécoises dans le hockey féminin de Hockey Canada. Et tu te dis, ben, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, Jade Picard, par exemple, avec les Carabins, ça a été la seule sur la longue liste des Carabins. Jade Picard, ça a été la meilleure pointeuse l'an dernier dans les championnats universitaires canadiens. C'est une défenseuse. Comment ça se fait qu'au final, on ne la prend pas? Tu sais, encore une fois, tu sais, je veux pas en faire un débat de dire, ben, on est mal représenté, mais en même temps, quand tu regardes à tous les niveaux, il y a comme un constat qui se fait, puis ça se fait également, puis sérieusement, ça se jasait cette semaine au niveau universitaire canadien, à quel point il y a des oublis, puis il y a des joueuses qui auraient dû minimalement être sur la longue liste, qui ne l'ont pas été. La capitaine des Carabins, Amélie Poirier-Lehoux, qui n'était pas là non plus. Faubert, qui a participé aux Universiades il y a 2 ans, qui n'est pas là non plus. Donc, il y a comme... C'était les deux sujets là, qui étaient chauds par rapport à ça. C'est combien ça coûte, puis le nombre de Québécoises ou minimalement les Québécoises sont considérées. J'ai beaucoup de questions là-dessus, puis j'ai l'impression qu'on n'aura pas de réponse. Liste-là? Pardon? C'est qui fait cette liste-là? C'est une bonne question. Les dirigeants, non, en fait, la réponse est les dirigeants de l'équipe canadienne qui, j'ai pas les noms là, pendant que je vous parle là. Non, mais tu sais, on veut essayer de développer, puis ça revient tout le temps à la même chose. Tu sais, normalement, chaque équipe devrait soumettre les joueuses qui devraient, selon eux, un potentiel, puis après ça, ben, tu fais une certaine sélection, mais c'est pas logique de dire que la meilleure buteuse est même pas considérée pour aller dans cette équipe-là. Ça fait pas de sens. Là. Il y a quelque chose quelque part, là, ça se peut pas. La coach, c'est Kelly Payton, qui est la coach à l'Université Laurier. Donc, j'imagine qu'elle fait partie, j'imagine qu'elle fait partie, il n'y a sûrement pas juste elle, mais clairement, elle fait partie du processus. Là. Ouais. Mais est-ce qu'ils doivent respecter un pourcentage? Je reviens avec mes stats, là. Est-ce qu'ils doivent respecter un pourcentage? Si, exemple, RSEQ, on est seulement 4 équipes, fait qu'on peut seulement avoir tant de pourcents dans l'équipe? Ou c'est vraiment... Non. OK. C'est vraiment les meilleurs, tout simplement. Il y a des années où il y avait 7 Québécoises, puis je parle même pas des joueuses. Je parle même pas des joueuses non québécoises qui faisaient partie du RSEQ, là. Donc, non, il n'y a pas de règle à ce niveau-là, mais il y a des questions à se poser. Tu sais, est-ce que, tu sais, à partir du moment qu'on apprend, par exemple, que une Sherry Piper vient même pas voir les joueuses ici universitaires québécoises jouer, puis c'est en partie pourquoi une Gabrielle Santerre n'est pas invitée au camp d'entraînement d'Équipe Canada des moins de 23 ans ou une Émilie Lucier, ben, peut-être qu'on a une piste de réponse, là. Ouais, ça, je pense que c'est un sujet qu'on va devoir reparler parce que si on part là-dessus, on va être ici pendant longtemps encore à en débattre parce que 100%. Je partage cette frustration-là, puis tu sais, je trouve pas ça équitable qu'ils n'ont pas leur chance. Tu l'as vécu, Anso, là, durant plusieurs années. Tu as été chanceux, ils t'ont rappelé à l'âge de 30 ans. Ils t'ont rappelé sur le programme. C'était du jamais vu, là. Quand tu coupes quelqu'un puis rappeler quelqu'un par la suite, jamais que ça s'était passé. Fait que tu as été une première. Puis j'espère que ça va se reproduire pour le futur. Puis c'est pas à cause que tu t'es coupé une fois que tu connais un mauvais camp. Tu t'es allé, tu étais jeune, tu étais intimidé par les autres. Puis là, tu t'es coupé, c'est terminé, ton rêve est fini.
puis tu dois mettre ça sur pause. Ben, en fait, pas pause, mais tu dois l'oublier carrément. Mais là, toi, tu as eu la chance qu'ils t'ont rappelé, t'ont réinvité, tu as fait partie. En fait, tu as eu un championnat du monde que tu as participé. Fait que, tu sais, je souhaite que même quand tu te fais couper, ben, tu peux revenir l'année d'après, ainsi de suite, quand tu t'es invité, bien sûr, là. Mais tu dois continuer à rêver, puis, tu sais, malheureusement, c'est pas tout le monde qui évolue à la même vitesse dans leur carrière. Fait que c'est pas à cause que tu as 22 ans que ta carrière est terminée, là, le hockey féminin. Souvent, tu connais tes meilleures années quand tu es un peu plus vieille, là. Les filles, on avait un segment hot take. J'ai l'impression qu'on a fait un podcast de hot take. Mais c'est correct, ça arrive. Ça a été des débats qui étaient très, très intéressants, mais c'est déjà tout. C'est déjà la fin de notre 3e épisode. Toujours un plaisir de faire ça avec vous. Et puis, on va se trouver d'autres sujets aussi enlevants pour la prochaine semaine. Semaine où au moins la LPHF va avoir joué quelques matchs pour qu'on puisse en jaser davantage. Alors, au nom de Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!